Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Ndiassé Diop. M. Ndiassé Diop est médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement du supérieur, SAES. M. Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Le débat se pose à l'université depuis quelques mois, bientôt quelques années. C'est l'enseignement à distance ou l'enseignement virtuel. Cette année, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'a pas encore rouvert ses portes. Des contestations fusent de partout. Certains étudiants disent qu'ils doivent rouvrir les portes de l'UCAD. Au niveau de certains syndicats aussi, les voix s'élèvent pour que l'université reprenne ses cours en présentiel. Pourquoi, au niveau de l'UCAD, vous maintenez l'enseignement à distance ou virtuel? Merci monsieur Diop, et je vous remercie de m'inviter sur ce plateau au nom du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est vrai que la situation actuelle interpelle l'opinion et beaucoup se posent la question de savoir pourquoi l'université ne rouvre pas ses portes. Je dois signaler que l'université n'a jamais réellement fermé ses portes, autrement dit, n'a jamais cessé de fonctionner. Parce que tout est parti du 1er juin 2023, où il y a eu un événement que l'université n'a jamais connu, un événement à la fois dramatique et surprenant, qui a abouti à l'incendie d'un chapiteau au niveau de la faculté de droit, de saccage d'amphithéâtre et ensuite, disons, d'incendie de la bibliothèque de la faculté de lettres et sciences humaines. Alors, à partir de ce moment-là, on a senti que la notion de sécurité était devenue une notion essentielle pour l'université, parce que le recteur a battu le rappel des troupes entre guillemets, c'est-à-dire la présence des présidents d'amicales, en présence du médiateur et en présence du directeur des affaires pédagogiques. Nous nous sommes tous dit, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation, en attendant que les autorités prennent peut-être des décisions parallèles ou des décisions beaucoup plus fermes. Tous les présidents d'amicales que nous avons conviés à cette réunion qui n'a pas pu se tenir au rectorat parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, cette réunion s'est tenue au niveau du domicile du recteur. Et on a décidé ensemble de finalement demander aux étudiants qui étaient dans le campus social de quitter le campus social parce qu'on ne sait pas à quel moment les situations que nous avons vécues ou la situation que nous avons vécue le 1er juin pouvaient s'arrêter. Alors à partir de ce moment-là, les étudiants ayant donné leur accord pour demander à leurs camarades de quitter le campus social et pédagogique, alors il y a eu toute une série de rencontres qui se sont enchaînées pour essayer de voir quelle attitude adopter par rapport aux cours qui devaient nécessairement s'arrêter parce qu'il n'y avait pas la sécurité nécessaire. Alors, après cette rencontre, s'est tenue d'autres réunions dont la préparation a pu permettre d'aboutir à un protocole entre les étudiants et le rectorat, compte tenu du fait qu'à partir de ce moment-là, l'université avait été provisoirement fermée, même si certains établissements n'avaient pas tout à fait rompu avec les cours, parce qu'il y a des établissements qui étaient habitués déjà à l'enseignement en distanciel, à l'enseignement en ligne et à l'enseignement en présentiel. Ce qui n'était plus possible, c'est des enseignements en présentiel à cause des risques encourus. Donc cette décision a été prise de concert avec les présidents des facultés de toute l'université, c'est ça? C'est par la suite que la décision qui systématise ça a été prise au sein du conseil académique. Le conseil académique s'est réuni le 8 novembre pour statuer sur la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons traversé un moment où il n'y avait plus de cours en présentiel. Les établissements comme l'ESP et autres pouvaient encore faire des cours parce qu'habitués à faire dans le distanciel et l'enseignement en ligne. Alors, le conseil académique, qui, je le rappelle, a remplacé l'assemblée d'université, parce qu'avant, il y avait
le recteur de l'université, l'ensemble de l'université, à la limite, comme les deux entités qui en fait régissaient les affaires de l'université. Alors, à partir du moment où de nouveaux textes sont apparus, on a maintenant un conseil d'administration à l'université et un conseil académique. Le conseil académique est l'instance suprême de l'université Cheikh Anta Diop et de toutes les universités du Sénégal. Alors, le recteur a fait réunir ce conseil académique pour que l'ensemble des acteurs, l'ensemble de ceux qui y siègent, prennent une décision par rapport à la situation, parce que l'histoire du présentiel qui avait été mise en veilleuse était posée au plus haut niveau. La conclusion, c'est que le conseil académique a demandé à ce qu'on suspende les cours en présentiel et qu'on les remplace par des cours en distanciel et en ligne là où c'est possible. Et cette décision prise au niveau de l'instance suprême devait être respectée par tout le monde, parce que vous pouvez me demander, mais qui sont les membres du conseil académique? Justement, je vais poser la question. Voilà. Est-ce que les syndicats font partie de ce conseil? Est-ce que la décision a été prise? Les syndicats, on a vu les syndicats aujourd'hui contester cette décision en demandant la réouverture de l'université. Les syndicats sont conviés, même dans l'ancien ensemble, l'assemblée de l'université Cheikh Anta Diop, les enseignants étaient représentés par l'intermédiaire des deux syndicats constitués, le SAES et le SUDES. Ceux qui n'étaient pas présents à l'occasion des premières réunions du conseil académique, c'est les étudiants. Mais les étudiants avaient boycotté le conseil académique en récusant le fait qu'ils n'avaient que 2 représentants. Donc, ils avaient opéré ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Mais dans cette assemblée du 8 novembre, le recteur leur a donné la possibilité de venir défendre leurs intérêts et ensuite de convaincre les membres du conseil académique. Et le conseil académique a décidé qu'il fallait suspendre les cours en ligne, continuer à fermer l'université entre guillemets, et qu'il fallait mettre en place un conseil de sécurité qui finalement a été élargi à tous les doyens, à tous les chefs de département, pour que des propositions puissent être faites dans le sens d'entrevoir la possibilité de remettre les cours en présentiel. Mais aujourd'hui, l'université, à votre avis, n'a pas les moyens de rouvrir les amphis. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des dégâts qui ont été causés. Est-ce que ces dégâts ont été réparés? À combien s'élève la facture? Oui. Ce qui a été saccagé, notamment le grand chapiteau de la faculté des sciences juridiques et politiques, n'est pas encore totalement, enfin ce n'est même pas encore réparé, pour ainsi dire, parce que vous savez, Alassane, que bon, les marchés publics passent par un certain nombre de circuits. On ne se réveille pas d'un coup pour dire voilà, on répare. Il y a des procédures qu'il faut suivre pour les réparations. Mais ce qui est important, c'est que la volonté du recteur était bel et bien là, et encore bel et bien là, pour arriver à ce que les cours reprennent dans les meilleurs délais. Alors, ce qu'on a décidé, et qui est une avancée notoire par rapport à la première posture du conseil académique, c'est qu'on a dit qu'on n'a qu'à essayer, compte tenu de la pression et des errements de l'opinion, on n'a qu'à essayer de faire revenir les enseignements en présentiel sous forme de tests. C'est-à-dire que pour le présentiel qu'il faut faire revenir, il faut que les cours se passent dans des sites de l'UCAD excentrés. Pas dans l'UCAD central. Pas dans l'UCAD seulement. Oui, pas dans l'UCAD central. À d'autres sites ailleurs. D'autres sites ailleurs. À travers la ville. Oui, à travers la ville, il y a l'école normale, il y a l'ECA. Bon, l'NCTP, c'est encore tout proche, mais on considère ça comme, en tout cas, des sites peut-être un peu excentrés par rapport au noyau central que constitue la faculté des sciences, la faculté de lettres, la faculté de médecine et la FASEC. Et ensuite, ce n'est pas innocent parce qu'au niveau de ces 4 facultés, nous avons les plus gros effectifs. Évidemment, comme c'est le nombre qui entretient l'insécurité, il faut faire de sorte que nous puissions minimiser les risques. Mais une chose est sûre, c'est que le conseil académique est vraiment décidé, et le recteur aussi, qui est responsable, à la limite de l'intégrité physique des étudiants qui viennent comme apprenants. Le recteur ne peut même pas accepter le principe d'1% de risque. Parce qu'il sait ce que cela signifie. Il sait ce que cela signifie mort d'étudiants. Et donc, on essaie de tout faire pour l'éviter, parce que ce serait un non-sens que le recteur accepte le principe de fermer l'université,
sans une raison bien fondée. Mais les étudiants récusent cette décision de conseil supérieur académique en disant qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les étudiants qui ont accès à Internet, ce n'est pas tous les étudiants qui ont accès aux ordinateurs, ils n'en ont pas. Quand ils sont chez eux, ils n'ont pas ces moyens. Il y a certains qui risquent d'être lésés. Oui, ça, c'est disons, une posture des étudiants que l'on peut comprendre hein, comme étant une posture. C'est un argument qui tient. Oui, je un fils, par exemple, de Barakoun ou bien de Bakel, qui est rentré à Bakel, qui est étudiant, qui n'a pas où loger à Dakar, obligé de rentrer à Bakel. Il n'a pas Internet, il n'a pas peut-être l'ordinateur. S'il n'est pas là, il est perdu par les cours. Comment vous faites pour que ces gens-là puissent avoir accès aux cours? Oui, M. Diop, le recteur a mis en avant une batterie de mesures d'accompagnement. Lesquelles? Pour permettre que les étudiants rentrés chez eux ne se tournent pas les pouces jusqu'à ce qu'on reprenne en présentiel. Qu'est-ce qui a été fait? Ce que le recteur a fait, et ça c'était sous ma présence, a convoqué tous les présidents d'amicales et leur a demandé, compte tenu de la situation, nous pensons qu'on peut faire, disons, des enseignements à distance. C'est-à-dire? Enseignement à distance signifiant mettre à la disposition des étudiants qui sont dans des secteurs éloignés des ressources pédagogiques et leur donner les outils qui permettent de télécharger les cours qui sont envoyés par l'intermédiaire du net. Ces cours en ligne, ils peuvent les télécharger. À défaut de pouvoir les télécharger, le recteur a envoyé un ensemble de présidents d'amicales dans les régions pour aller avec des polycopies, des documents physiques, des clés USB pour leur permettre d'accéder aux cours qui sont envoyés par l'intermédiaire des plateformes et des blogs. C'est ainsi que ça s'est passé et le gouvernement, pardon, excusez-moi, le recteur a pris toutes les mesures idoines pour que cela soit une réussite. Les présidents d'amicales qui étaient systématiquement contre l'enseignement en ligne, parce que la frontière entre l'enseignement en ligne et l'enseignement à distance, elle est floue. Oui. Mais c'est que l'enseignement à distance consiste seulement à faire parvenir aux étudiants toutes les ressources pédagogiques sans qu'il y ait un contact immédiat entre l'enseignant et les étudiants à travers le net et que dans ces conditions-là, les étudiants peuvent suivre les enseignements dispensés par le professeur, mais cette formule, les étudiants l'ont récusée, les présidents d'amicales l'ont récusée en disant que nous ne voulons pas d'enseignement en ligne. Alors, à partir de ce moment-là, le recteur et toutes les autres universités académiques se sont posé la question de savoir, mais est-ce que nos étudiants ne sont pas un peu en retard par rapport à l'actualité, parce que finalement, c'est le numérique et le digital qui régissent le monde. Aujourd'hui, les grandes universités qui ont fait leurs preuves utilisent ces deux outils, si j'ose m'exprimer ainsi, le numérique et le digital pour faire des enseignements à des milliers de kilomètres. Oui, mais la seule différence que ces pays-là, l'Internet est généralisé. Il ne coûte pas cher, il est même gratuit. Au Sénégal, si vous voulez vous connecter à Internet par rapport à un opérateur au Sénégal aujourd'hui, vous voulez avoir la fibre, il faut payer au moins 20 000 francs, plus de 20 francs CFA par mois. Oui, Alassane, il faut des moyens pour ça. Je comprends très bien ce que vous dites, mais il y a un opérateur ici qui s'est engagé auprès des étudiants. Oui. Et moi, j'ai été à la réunion où il nous a conviés. À faire installer pour chaque étudiant? Non, non, pas installer, mais leur donner les moyens d'atténuer un peu les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En quoi faisant? En quoi faisant? En leur donnant la possibilité d'avoir un accès presque gratuit. Qu'ils puissent se connecter, mais assorti de l'obligation de ne pas se mettre à télécharger autre chose que du pédagogique. Ça, c'était la limite un peu de l'offre qui avait été faite aux étudiants, mais les étudiants l'ont accepté. Et aujourd'hui, pourquoi? Et tout le monde sait que le numérique et le digital sont aujourd'hui irréversibles. À travers le monde, tout le monde sait que c'est irréversible. Donc là, l'Université Cheikh Anta Diop ne va pas déroger à la règle, ne peut pas reculer devant l'utilisation du net et du digital. Alors, ce que vous avez dit, les étudiants n'ont certainement pas les moyens, tous, de pouvoir avoir un ordinateur. Oui. Mais Alassane, vous savez très bien qu'aujourd'hui, même votre jeune garçon, il a probablement un portable même iPhone. L'iPhone, au moins, il faut sortir 75 000 francs. Oui. Si on vous vole l'iPhone, vous allez obliger votre papa à acheter encore un autre iPhone. On arrive à combien? 150 000.
150 000, on peut obtenir un ordinateur de seconde main. Mais ça, c'est Dakar, c'est pas évident. Non, 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 dans les régions. Oui, pas Alassane, évident non. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas les mêmes échelles. Oui. Mais Les mêmes réalités. ce n'est pas les mêmes réalités. Mais il y a d'autres possibilités que le recteur a entrevues. Lesquelles? Ces réalités, c'est qu'un peu partout, dans les régions, dans les départements, on a installé des zénos, des espaces numériques dédiés aux étudiants qui sont dans ces établissements et qui a été expérimenté au niveau de l'université virtuelle sénégalaise. Vous connaissez très bien l'université sénégalaise, c'est un laboratoire de l'utilisation du numérique. Ils ont leur ENO, leur espace, et ensuite on a mis en place un programme, un étudiant, un ordinateur, et cela permet aux étudiants d'étudier correctement, et les gens sont même un peu surpris de savoir que l'université virtuelle sénégalaise est presque la deuxième université du Sénégal. Et les choses ne se passent pas si mal. Et ce qui est au fond, au cœur de ce programme, c'est le numérique. Oui, mais certains disent que le conseil académique a pris des décisions politiques. Pour eux, c'est parce qu'il y a Ousmane Sonko qui mobilise beaucoup de jeunes et que l'université est une force de frappe pour l'opposition en temps de contestation, que l'université a pris cette décision parce qu'on va vers des élections, la présidentielle. Oui, moi je ne partage pas cette opinion, même si quelque part quelqu'un peut faire cette interprétation. Je suis à l'université Cheikh Anta Diop en tant qu'enseignant depuis 39 ans. Je vois ce qui se passe, j'analyse ce qui se passe de manière froide, parce que moi je ne fais pas de la politique. Mais vous savez que l'université, c'est un lieu de contestation. Oui. Partout, tous les partis qui sont politiques au Sénégal ont des représentants à l'université, qui soient des pouvoirs de l'opposition. Et l'opposition souvent s'appuie sur les étudiants pour contester les décisions prises. Bien et pour l'opposition sénégalaise, les étudiants à l'UCAD sont une manne pour eux de contestation. Et que si le conseil le prend, c'est en connivence avec l'État du Sénégal pour empêcher demain à ces étudiants non seulement de voter, mais aussi de contester. Oui, je vois. C'est vrai que le politique s'est immiscé dans nos affaires. La définition que je peux donner par exemple de l'université, on peut considérer que l'université est une république de l'esprit. Une république de l'esprit. Qui donc a besoin d'un certain nombre comment dirais-je, de commodités pour pouvoir fonctionner. C'est un lieu de réflexion, c'est un lieu de diffusion du savoir, c'est un lieu de formation des jeunes. Et de contestation. Alors, la contestation est venue par la suite, parce qu'à l'origine, l'université n'était pas faite pour ça. Malheureusement, nous avons été gangrénés par la... Depuis 1968, le Sénégal, l'université est une université de contestation. Et les politiciens s'appuient beaucoup sur les étudiants qui sont des électeurs, des citoyens aussi. Est-ce que ce reproche que vous avez fait n'est pas un reproche acceptable, à votre avis? Non, sous certains angles, il est moins recevable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que finalement, même dans le syndicat de l'enseignement supérieur, on a banni la politique. On peut avoir une appartenance politique, mais dans les actions et les actes qu'on pose, ne doit pas déteindre un temps soit peu le volet politique. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Oui, dans la réalité, c'est autre chose. Bon, moi je vous dis que le SAES a été créé en 1985. Oui. J'y ai été jusqu'à maintenant. Mais je n'ai jamais vu le politique l'emporter sur le règlement intérieur de notre institution, de notre syndicat, qui veut que quelqu'un qui appartient à un comité directeur d'un parti politique ne puisse jamais être secrétaire général du SAES. Et tout le monde a appris et compris que le SAES est l'un des rares syndicats à ne pas être un syndicat qui s'appuie sur des ordres d'ordre politique pour exécuter un certain nombre de besoins. Et d'ailleurs, même si les camarades du syndicat le savent, ce sont les premiers qui vont se lever pour dire non, lui, il appartient à telle formation politique, il veut nous mener sur le plan politique à des combats qui ne sont pas les nôtres, puisque nous avons pour vocation de défendre les intérêts matériels et moraux des enseignants. Donc, là, c'est vrai, je reconnais que la politique est présente, et d'ailleurs, on fait tout pour que la politique soit absente et du campus pédagogique et du campus social. Mais c'est une autre paire de manches, comme vous avez dit, puisque ces gens-là, en tant que citoyens, parce qu'ils ont la majorité, ont le droit de faire de la politique. Mais la politique ne peut pas prendre le dessus sur la raison d'être de l'étudiant à l'université. La raison d'être, Alassane, c'est étudier, avoir ses diplômes le plus rapidement possible, aller monnayer ses talents et aider ses parents, parce que les parents ont misé beaucoup sur leurs apprenants. Est-ce que vous avez fait une évaluation des dégâts à l'université? Le coût, c'est combien? Bon, moi, je ne sais pas réellement combien c'est, mais je sais que
peut-être l'amphithéâtre, j'ose pas avancer un chiffre, mais en tout cas les réparations, parce qu'on reconstruit, tout a été rasé finalement parce que c'était tellement dégradé et brûlé qu'il fallait tout reprendre. Maintenant, je ne sais pas quel type d'amphi on va construire et le prix dépendra de ce type d'amphi. Mais je sais que c'est peut-être quelques centaines de millions pour réparer ça, à mon avis. Hein. Bon, si le chapiteau devrait être repris par rapport à son format premier. Et ça, l'université n'a pas les moyens de réparer ça? Non, l'université a les moyens. Mais une question que personne ne peut éluder aujourd'hui, que personne ne peut cacher, c'est que la sécurité a pris le dessus sur un certain nombre de considérations. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour des mesures sécuritaires que vous avez préféré l'enseignement à distance et virtuel, pour le moment? Comme palliatif. Oui. Comme palliatif. Jusqu'à quand? Alors, jusqu'à quand? Nous avons, enfin, le recteur a fait une ouverture par rapport à la décision que le 8 novembre, le conseil académique avait prise. On va essayer de reprendre progressivement le présentiel. C'est une grosse avancée à mon avis. Mais en dehors de l'université ou bien? Oui, bon, si on va à l'école normale, vous connaissez l'école normale, je suis sûr. L'école normale, ce n'est pas très loin. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est faire entrer les étudiants dans une étuve qui peut exploser. Oui. Mais si vous reprenez la présentielle dans les structures de l'université en dehors, est-ce que le campus social va ouvrir ou pas? Bon, là aussi vous posez une très grande question parce qu'il y a, disons, deux modes d'administration, de gestion des deux campus. Au niveau du campus pédagogique, c'est le recteur. C'est un directeur nommé et qui ne répond pas des désirata du recteur. Ce n'est pas une aberration, oui, c'est quelque chose qui peut... une de cohérence. Oui, c'est quelque chose qui peut être corrigé. Mais jusque-là, même si le recteur est le président du conseil d'administration du COUD, il ne peut pas faire d'injonction au directeur du COUD. Ça, je n'ose pas dire que c'est dommage. C'est une anomalie qu'il faut corriger ou bien? Bon, peut-être ça peut être corrigé puisque les deux campus sont complémentaires. Ils vont ensemble. Ils se tiennent aussi d'un seul tenant. L'idéal aurait été que le recteur soit le président du conseil d'administration, mais que le directeur du CUD puisse être nommé par le rectorat. Dépend du recteur. Par l'université, dépend du recteur. La dépendance, elle est là. Elle est là. Oui, mais elle n'est pas formelle. Oui, mais dans l'efficacité et dans la pratique, il y a que la direction du CUD est un peu autonome par rapport à un certain nombre de mesures que peut-être le recteur serait tenté de lui faire prendre. Mais quand l'université a eu ces problèmes, le mois de juin, et les saccages, il y a eu un long temps, un long silence. On n'a pas entendu les intellectuels intervenir à l'université. Quand il y en a eu, certains en ont parlé, d'autres se sont tus. Il y a eu même des camps, certains qui sont pour, qui sont pour. Comment peut-on expliquer cette situation? Alors là, cette situation me désole, mais je suis bien placé peut-être pour donner mon point de vue là-dessus, parce que moi, je ne fais pas de la politique. Mais j'observe ce que j'appelle, dans le jargon syndical, mes camarades. Ça a été une très grosse surprise et une déception pour ceux qui ont à cœur de voir l'UCAD grandir et rayonner à travers le monde. Nous n'avons pas eu, malheureusement, nous avons tout à l'heure parlé des syndicats, mais nous n'avons pas eu cette mobilisation de la communauté universitaire pour dire jamais plus cela. Et on a été déçus sur ce plan-là, ça je le dis très honnêtement. Et curieusement, mais le recteur, il est membre du SAES. Moi, je suis membre du SAES, même si je suis à la retraite, je suis membre du SAES. Et les textes permettent qu'un ancien soit en fait un membre du SAES. Est-ce qu'on peut dire que la politique a pris le dessus à l'université sur le pédagogique? Pas encore. Ce serait trop dommage. Mais la politique influence directement ou indirectement les activités pédagogiques. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'un enseignant qui va faire un cours en amphi va privilégier la politique à la pédagogie. C'est quand même des camarades que je connais. Mais il y a cette chose rampante qui est nuisible au fonctionnement de l'université et qui malheureusement a atteint son paroxysme avec l'atmosphère délétère politique qui règne au Sénégal. Oui, mais parce que l'histoire renseigne, à chaque fois que le populisme a pris le dessus, que la dictature de la pensée a pris le dessus, on attaque d'abord les musées, les lieux de culture et les lieux de savoir. Le CECI, c'est un lieu de savoir. L'université de la Bio, c'est un lieu de savoir qui ont directement été attaqués. Et ça fait réfléchir
à beaucoup d'intellectuels que c'est une pente dangereuse Très qui est dangereux. prise. Oui. Et on entend au silence assourdissant la plupart des intellectuels considérés comme par les Sénégalais par des intellectuels libres qui sont tués. Et ces intellectuels se sont tués et c'est dommage parce que moi je n'ai pas entendu la société civile se dresser comme un seul homme pour dire qu'il faut se battre contre ce qui a abouti à l'incendie du chapiteau au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais des enquêtes ont été faites à la décharge des étudiants. Oui, oui, après les incendies. À la décharge des étudiants, l'initiative ne semble pas venir de nos étudiants, de nos présidents d'amicales et autres. Ça vient d'où? Alors, il y a des enquêtes. Moi, je ne suis pas dans le secret. Les enquêtes ont montré que ceux qui sont intervenus sont hors de l'université, c'est ça? Et ils disent que, effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas connus au bataillon de l'université, bien entendu, accompagnés certainement d'étudiants. Ce n'est pas tout le monde. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a les présidents d'amicales, il y a un collectif des amicales, mais ce n'est pas le collectif qui a pris la décision, ce n'est pas le collectif qui a donné l'ordre d'aller saccager les endroits où il a la possibilité. Il y a eu quoi, des infiltrations, c'est ça? C'est ce que certainement laissera entendre ou voir les enquêtes qui ont été faites. Parce que, pourquoi le rectorat est fort de ce qu'il dit, c'est que pendant qu'on brûlait le chapiteau, mais curieusement, les gens ne s'en sont pas rendus compte, mais il y avait des drones au-dessus. Et les drones ont cette possibilité. Si j'ai Alassane Samba Diop en face de moi, si le drone prend votre photo et qu'on vienne interroger la plateforme, on va tout de suite dire Abdoulaye Samba Diop, va donner toute votre filiation, l'université d'appartenance, et en ce moment vous serez épinglé. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? J'ai dit que c'est en cours, tout est en cours. On n'a pas encore statué sur les responsabilités et ce qui est important, et je le souligne avec force, les étudiants se sont voulus transparents dans cette affaire. Ils ont dit à qui voulait l'entendre que si ces fauteurs de troubles sont identifiés, on n'a qu'à les châtier. Ça, les présidents d'amicales actuels, au nombre de 10, l'ont tous dit, sans exception. Donc ça, c'est rassurant. Évidemment, les promesses qu'ils nous ont faites, on ne sait pas si elles seront tenues ou non, parce qu'en contrepartie de la réouverture de l'université en présentiel, ils ont dit qu'ils s'érigeraient en tout cas contre tout ce qui pourrait à nouveau amener l'institution dans la tourmente. Mais est-ce qu'il y a des enjeux par rapport à la réouverture de l'université? Parce qu'on sait qu'au niveau du COUD, il y a beaucoup de chambres qui sont des fois occupées par des gens qui n'ont rien à voir avec l'université. Il y a des présidents d'amicales qui profitent aussi, qui ont des quotas, qui peuvent les louer. Il y a au niveau du COUD aussi des gens qui sont intéressés à la réouverture de l'université du COUD. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers aussi. Non, je vois, Alassane, que vous connaissez très bien le COUD. Ce que vous dites est une réalité qu'on essaie de combattre. Parce que cette réalité-là gangrène la bonne marche de l'institution. Avant qu'une décision ne soit prise à partir de cette année, les étudiants présidents d'amicales avaient la possibilité de démarger sur un quota qu'on appelle le quota social, c'est-à-dire le nombre de chambres allouées à chaque président d'amicale, qu'il avait la latitude de prendre et de louer ou sous-louer. Ça dépend de quel angle on prend. Et il met l'argent où? Dans sa poche? Ou d'autres, Alassane. Donc l'argent leur revenait, peut-être ce serait moins grave si l'argent qui a été pris par les présidents d'amicales au nom du quota reçu du COUD était dans une caisse qui serait laissée à l'amicale s'il devait y avoir alternance, peut-être on dirait moins non. Mais ce n'est pas le cas. Et l'autorité a pris le problème par la corde. Comment prendre le problème par la corde? C'est dire que voilà, les quotas, on va essayer de les rendre le plus petit possible, le moins important possible. Ainsi, à partir de cette année, 70% des chambres sont données par ordre de mérite, sur une plateforme visible et que tout le monde peut regarder ou visiter. Les 30%, c'est ce qui constitue le quota social. Mais le fait que les étudiants aient accepté cela, le directeur COUD est allé même jusqu'à dire qu'on peut donner 90% des chambres disponibles dans le cadre du quota pédagogique. C'est-à-dire que c'est le quota auquel on accède par les résultats. Mais il y a aussi que les employés du COUD ont droit à un quota parce que, étant peut-être comme on le fait quelque part ailleurs,
dans une institution qui peut donner ce qu'on peut appeler, je ne dirais pas vraiment des gratifications peut-être, ou un droit du fait qu'ils travaillent là-bas, peut-être quelques chambres pour finalement loger les enfants, parce que même dans la période coloniale, il y avait qu'on pouvait partir à la retraite et se faire prendre son fils. Bon, ça c'est quelques traditions, mais il ne faut pas exagérer. Il y a aussi d'autres qui émergent sur ce quota social-là, mais je pense qu'avec le jalon posé cette année, 70% exclusivement réservé aux pédagogiques, 30% pour le quota social, on peut arriver à régler un peu le problème. Et ce qui a encore gangréné la vie de l'institution à travers la présence des étudiants organisés sous forme d'amicales, ce sont les subventions. Et je me souviens encore, avant le départ de Cheikh Omar Anne du ministère de l'Enseignement supérieur, le ministre avait décidé de supprimer les subventions qu'il donnait aux amicales au moment de leur installation. Et ces subventions-là, le recteur ne les voyait même pas. Ça passait par le recteur, mais on disait donnez ça au médiateur, qu'il ait la latitude de distribuer ça au président. Voilà. D'accord. Merci infiniment à Ndiassé Diop. Je vous rappelle que vous êtes le médiateur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes ancien secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement universitaire, SAES, à Dakar, ici au Sénégal. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler des difficultés au niveau de l'université, surtout pourquoi le rectorat a décidé de poursuivre l'enseignement à distance et l'enseignement virtuel à l'UCAD, compte tenu des difficultés dont vous avez parlé, de rouvrir l'université par rapport à des questions de sécurité. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.